Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être encore là. On est vraiment désolé pour le retard parce que malheureusement la connexion internet ne fonctionne pas du tout. Et Oui. on a vraiment beaucoup galéré. Donc encore merci à Elisa d'être présent et puis à la Maison Bloom de nous accueillir aujourd'hui pour ce live et parler de la Maison Bloom. Et du coup on a réussi, dans notre malheur, à trouver la seule pièce qui capte bien. Voilà. Et c'est le bureau bibliothèque de Léon Blum qui est aussi assez magnifique. Je ne sais pas si Astragal, et on remercie Astragal qui est présente aujourd'hui avec nous derrière la caméra pour assurer le son et l'image. Donc merci encore à elle d'être présente, qui assure aussi la communication pour cet événement. Donc merci encore à tous ceux qui sont là. Et puis on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Et on en est sûr parce que la maison est magnifique, le cadre est vraiment cool, le personnage est assez mythique et on a beaucoup de choses à se dire. Donc en tout cas, merci Elisa et bonjour à toi. Est-ce que déjà peut-être te présenter, nous présenter peut-être ce lieu, un petit peu, cette maison Oui, effectivement. Donc très heureuse en tout cas de vous accueillir de manière virtuelle dans cette maison de Léon Blum. Effectivement, on va revenir un petit peu plus sur l'histoire de la maison en elle-même, son historique. C'est vrai que c'est la maison en fait, où Léon Blum a vécu les dernières années de sa vie. Donc, il y est arrivé en 1945. Il y a vécu pendant 5 ans jusqu'à son décès en 1950, du coup. Et cette maison, en fait, la particularité, c'est qu'elle appartenait à sa femme Jeanne. Donc, en fait, ce n'était pas la maison de Léon Blum, c'était celle de Jeanne, donc, qui est devenue sa 3e femme. Ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir aussi. Ouais. Mais effectivement, on a cette très belle maison. On va peut-être tenter quand même d'aller dans différentes pièces. On va voir, on va espérer, croiser les doigts que la connexion... On va peut-être essayer de présenter un petit peu l'espace, un petit peu qui est quand même assez riche, comment a été conçu, parce qu'on a parlé en off, et puis un petit peu, pour ceux qui étaient là dans le test qu'on a fait la dernière fois, de cette bibliothèque qui a été reconstituée du coup après que Léon Blum soit revenu ici. Voilà, effectivement, donc on va faire les choses peut-être un peu dans le désordre, c'est pas trop grave, on reviendra sur d'autres choses plus tôt. Mais effectivement, on a cette bibliothèque. D'ailleurs, on va un peu s'approcher peut-être, en espérant que tout ira bien au niveau de la connexion. Je vais... On a de la chance, on a le droit de rentrer dans la barrière. Voilà, on a vous êtes chanceux, cette chance effectivement aujourd'hui de pouvoir s'approcher un petit peu plus déjà du bureau de Léon Blum. C'est quand même un bureau assez magnifique, Ouais. Et très grand aussi. Très joli bureau, effectivement très grand. C'est une très longue table. À la base, c'était pas un bureau. En fait, c'était plutôt une table qu'on trouvait dans les fermes. Donc voilà, ça avait une utilité autre que d'être un bureau, mais avec un petit peu d'huile de coude, on a refaçonné tout ça et c'est devenu un bureau sur lequel Léon Blum, du coup, passait quand même pas mal de temps. Parce que c'est quelque chose qu'on sait peut-être un peu moins sur Léon Blum, c'est que c'était aussi un homme de lettres. Nous, on connaît plus en tant qu'homme politique, forcément, avec le Front populaire en 1936. Ça, c'est à peu près tout ce qu'on sait tous, mais à peu près tout ce qu'on sait aussi sur Léon Blum. On ne connaît pas grand-chose d'autre. Mais donc, Léon Blum, c'était aussi un homme de lettres. Et au départ, d'ailleurs, il se destinait aussi à devenir écrivain. Ça, c'était son grand rêve. Il voulait devenir écrivain. Il ne se destinait pas à faire de la politique. Mais voilà, une chose en entraînant une autre, il est finalement arrivé à la politique. On pourrait y revenir aussi. Peut-être pour ceux qui connaissent peut-être le Front populaire, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous savez peut-être l'événement marquant de ce Front populaire et les réformes qu'aujourd'hui, on a pu bénéficier à ce moment-là, les réformes sociales. Il y a 2 grosses réformes sociales qui ont été mises en avant. Dans le chat, vous pouvez nous dire, c'est des idées sur ce qu'il a mis en place. Et tu as parlé du côté littéraire, on voit la grosse bibliothèque qu'il a constituée. Oui. On sait qu'il y a eu quelques modèles littéraires qui l'ont influencé durant sa carrière littéraire. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ces personnages qui ont... Oui, de ces personnages. Alors c'est vrai que quand il était plus jeune, Léon Blum, il fréquentait aussi les cercles littéraires et intellectuels, notamment des noms comme André Gide, Pierre Louis aussi. C'était même d'ailleurs des camarades de lycée pour certains. Et donc, voilà, effectivement, comme il fréquentait un peu tous ces gens-là, donc à la fois des écrivains, des poètes aussi, des romanciers, il a pu être aussi influencé par toutes ces personnes. Et donc, si on en revient à cette bibliothèque, effectivement, elle a une histoire particulière parce que les livres qu'on voit dans la bibliothèque, en fait, ils datent de son retour ici en France en 1945, à la fin de la guerre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, toutes les affaires de Léon Blum ont été malheureusement spoliées, enfin volées, on va dire, par la Gestapo, donc par les nazis. Ils ont récupéré tout ça. Après, pendant très longtemps, on n'a pas tellement su ce que tout ça était devenu, donc tous les documents, tous les livres qui appartenaient à Léon Blum, toutes les archives. Mais on a pu avoir le fin mot de l'histoire bien plus tard, dans les années 1990, quand Gorbatchev, donc là on est
plutôt du côté de l'URSS, qui est d'ailleurs proche de la fin, mais qui nous fait savoir en fait qu'ils sont en possession des archives de Léon Blum en Russie, à Moscou, on va dire, pour simplifier les choses. Et en fait, voilà, ils nous ont appris qu'ils avaient récupéré plein de documents qu'ils avaient pu retrouver à Berlin. C'est vrai que voilà, les Allemands avaient volé beaucoup de choses un peu à droite à gauche, aussi des œuvres d'art. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez connu. Et donc, on a pu récupérer les fameuses archives de Léon Blum qui étaient au départ donc, dans son appartement à Paris et qui aujourd'hui font partie du fonds des archives nationales. Et donc nous, on a quand même cette collection d'ouvrages qu'on a ici reconstituée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans certains ouvrages, on va retrouver des dédicaces. Donc là, on va pouvoir se rapprocher encore plus de la bibliothèque. Et je vais pouvoir vous montrer un exemple. Ah, on a de la chance d'avoir des exemples de dédicaces qui sont assez magnifiques. On les avait montrés, on a vu la dernière fois. Bah justement, c'est ça. Je pense que c'est toujours le même que je ressors. Pour préciser, pour toi, l'appareil tout à l'heure aussi, pourquoi ces affaires ont été spoliées, c'est que Léon Blum était d'origine juive aussi. Oui, effectivement, c'est quelque chose que je n'avais même pas mentionné. Ouais. Je l'oublie moi-même parfois. Mais oui, effectivement, Léon Blum est bien opposé, juif. Du coup, à de Vichy-Pétain. Et il s'était aussi opposé effectivement à Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est important de le préciser, en tout cas. Peut-être une question ? Oui, on a une question du chat. Henri nous demande combien il y a de livres. Alors, il y a beaucoup, hein ? C'est une bonne question. On a passionné de lecture du chat là. Oui, visiblement, qui sont assez passionnés. Parce qu'il y en a qui sont assez fins là-haut, je vois. Donc voilà, donc à vue de nez, est-ce que vous avez une idée ? À vue de nez, combien ça fait Romain ? Alors, je ne sais pas. Moi, je dirais entre 100 et 250, hein, facile. Oh oui, même bien plus. Bien plus, hein ? Ah, on peut monter, on peut monter plus. Ouais. T'as dit combien ? 250 ? Ouais. Ah ouais ? Oui. 2500 ? On est dans les 2000-3000 là, non ? On est à peu près à 2000 livres, effectivement. Ouais, 2000 livres, là, ici, dans cette bibliothèque, et même à 3000 à peu près dans toute la maison. Ah ouais. Donc ça fait quand même pas mal de livres. Et tout ça, on construit après la Seconde Guerre mondiale ? Alors, pas forcément. En fait, il y avait à la fois... Donc, ça, c'est plutôt les ouvrages de Léon Blum qu'on voit ici dans cette bibliothèque. Ensuite, on a d'autres endroits, des étagères, des placards où on a d'autres livres qui pouvaient appartenir plutôt à Jeanne, qu'elle a pu acquérir par la suite quand elle a vécu dans cette maison pendant un certain temps, aussi après la mort de Léon Blum. Et puis des livres aussi qui appartenaient à Jeanne d'avant la guerre. Elle avait aussi des possessions. Et tous ces livres, c'est des originaux qui ont appartenu à Léon Blum. Oui. Sinon, en tout cas, tout cela, c'est ça qui est incroyable quand même. On a réussi à les conserver, à les garder. Oui. Alors, c'est vrai que certains sont pas en si bon état. C'est un peu le souci qu'on a. C'est une question de conservation. Mais ils ont 70-80 ans, donc on peut se... Voilà, aussi, c'est vrai. Donc, on a quand même des titres qu'on peut voir un petit peu. On va peut-être montrer. On a par exemple une belle collection d'Émile Zola. Là, vous les voyez ici. Oui, forcément Zola. Forcément Zola. Les grands auteurs français, il appréciait beaucoup. T'en as parlé un petit peu vite fait de sa carrière littéraire, mais on sait que Zola, il y avait des connivences aussi à ce moment-là aussi. Oui, effectivement. Alors là, on est à l'époque de l'affaire Dreyfus. C'est vrai que... Alors, je ne saurais pas vous dire avec certitude si Léon Blum a rencontré Émile Zola à ce moment-là. C'est possible. Je n'ai pas l'information, donc je ne préfère pas dire de bêtises, mais en tout cas... c'est vrai que c'est une période qui est quand même intéressante dans la vie de Blum, cette affaire Dreyfus, parce que forcément, on est à la toute fin du 19e siècle. On a ce capitaine qui est injustement accusé de traîtrise envers l'État français. Et on se rendra compte bien plus tard qu'en fait, il avait été accusé parce qu'il était juif. Et donc, vous aviez tout cet antisémitisme au plus haut sommet de l'État déjà à cette époque-là. Et donc lui, au départ, Léon Blum, il ne va pas forcément s'impliquer tellement dans l'affaire. Il va un peu rester en retrait parce que il ne sait pas tellement ce qui se passe. Et puis, il a peur aussi d'une certaine façon d'être un peu pointé du doigt parce que comme lui-même, il est juif, il préfère un peu rester en retrait. Finalement, il va un peu plus s'y intéresser. Il va rencontrer d'ailleurs à cette occasion quelqu'un qui va avoir une influence quand même particulière sur sa vie, Jean Jaurès. Oui. Donc Jaurès, qui est un peu le fondateur l'ancêtre du Parti socialiste, donc c'était la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO à l'époque. Et c'est lui qui a réussi à créer ce parti au tout début du XXe siècle. Et Léon Blum le rencontre à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Et c'est vrai que ces deux personnes-là vont nouer une très forte amitié. Léon Blum admirait même carrément Jaurès.
Et Blum ira même jusqu'à dire, en fait, qu'en rencontrant Jaurès, en échangeant avec lui, il va même se rendre compte que lui-même est socialiste, alors qu'il ne le savait même pas. Et effectivement, c'est vrai qu'il se reconnaît bien dans ces valeurs socialistes, voilà, autour de la justice. Et c'est vrai que c'est un mot qui est vraiment important dans la vie de Blum et une de ses convictions aussi tout au long de sa vie. Et donc, forcément, il adhère au parti aussi dans la foulée. Et c'est à peu près à ce moment-là que démarre aussi sa carrière politique. Et puis, pour conclure, qui va prendre la suite après pour devenir un des leaders du Parti Socialiste. Oui, aussi, effectivement. Ça viendra un petit peu plus tard. C'est vrai qu'au début de sa carrière, Léon Blum, il entre véritablement en politique pendant la Première Guerre mondiale. En fait, il entre dans le cabinet de Marcel Sembat. Donc, Marcel Sembat, à l'époque, il était ministre des Travaux publics. Et donc, lui, il entre dans le cabinet et c'est vraiment à ce moment-là qu'il découvre un peu les coulisses du pouvoir, on va dire, de la politique et du gouvernement. Et par la suite, après la Première Guerre mondiale, il va continuer un petit peu cette carrière politique en devenant député, dans un premier temps. Donc, en 1919, il est élu député de la Seine. Il va rester, il va faire plusieurs mandatures à cet endroit. Et par la suite, en fait, il va se retrouver parachuté dans une autre circonscription, parce qu'en fait, il avait été battu aux élections au niveau de la Seine, et donc il avait perdu sa circonscription. Et donc, on lui avait proposé un poste. Alors, c'était une histoire où c'est un député qui, malheureusement, était décédé en cours de mandat, et du coup, on avait proposé à Blum de prendre sa place. On a refait des élections, évidemment, mais du coup, c'est Blum qui a réussi à gagner. Et il se retrouve, en fait, dans l'Aude, du côté de Narbonne, donc complètement dans un monde différent. Là, Léon Blum va découvrir aussi un petit peu plus l'agriculture, le monde paysan, le monde rural que lui ne connaît pas, parce que Léon Blum, faut se souvenir, c'est le littéraire qui fréquente les salons mondains à Paris. Il n'a un peu rien à voir avec ces agriculteurs et cette culture de la vigne aussi, et c'est quelque chose vraiment qu'il va découvrir et qui va rester aussi quelque chose d'important pour lui. Il va en garder quelque chose quand il va arriver au pouvoir, du coup, en 1936. On va peut-être un petit peu se déplacer en espérant... on n'a pas fini on a enchaîné sur la politique, mais peut-être revenir un peu, parce que j'avais plein de questions pour toi sur ce sujet-là, mais avant qu'on passe sur les questions, peut-être parler des signatures que tu parlais, que tu avais évoquées tout à l'heure et qu'on est passé sur un autre sujet. Exactement, on était passé sur un autre sujet. Donc là, je vais vous montrer un ouvrage qui a été du coup dédicacé par l'auteur. Alors, il faut juste effectivement manipuler le livre avec précaution. Mais là, c'est des vieux livres, il faut faire attention. La dédicace, donc à Léon Blum, à l'écrivain de pure essence française, dont j'aime l'exigence et l'abnégation, dans son expression littéraire comme dans son expression politique. Affectueusement, Alexis Léger. Washington, 1946. La calligraphie est déjà magnifique. La calligraphie est très très belle. Incroyable. C'est vrai on écrivait bien à l'époque. À l'époque, on avait vraiment le souci, je trouve, de l'écriture, et c'est vrai que et puis c'est une belle dédicace en plus. Et le message aussi est très sympa comme dédicace. C'est une magnifique dédicace. Et ça rassemble en fait ces deux parties de la personnalité de Blum, à la fois le politique et le littéraire aussi. Et c'est vrai que moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas vraiment par rapport à Blum, tout ce côté littéraire, cet amoureux de la littérature. Et on sait comment ces deux personnages se sont rencontrés ou... Ces deux-là, je ne saurais pas dire. J'imagine que c'était plutôt dans la période littéraire, salon mondain, quand Blum était plus jeune. Il faut dire aussi qu'il écrivait des critiques de pièces de théâtre quand il était encore étudiant. Et donc, il a écrit pas mal de critiques. C'était un critique même assez reconnu à cette époque, effectivement. Il avait un peu débuté comme ça. Il a écrit aussi un peu des poèmes, des choses dans ce style-là. Mais au final, c'est un petit peu la raison, on va dire, qu'il a emporté, puisqu'il a fait des études de droit et il est entré au Conseil d'État. Donc là, c'est en 1895, Léon Blum entre au Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, c'est un organe institutionnel qui vient conseiller en fait le gouvernement. Par exemple, si le gouvernement veut mettre en place une nouvelle loi, ils vont pouvoir demander conseil au Conseil d'État, donc avec des juristes qui seront à même de leur répondre sur certaines questions juridiques. Et donc, Léon Blum va quand même passer 25 ans là-bas, donc c'est quand même déjà un bon début de carrière, on va dire. Et c'est par la suite qu'il arrive à la politique, comme j'en ai parlé précédemment. Est-ce qu'on sait
pourquoi il a choisi de passer, parce que comme dit, critique littéraire très reconnue, ça fonctionne bien, un milieu littéraire très investi dans ce milieu-là, donc un milieu plutôt, on va dire, petite bourgeoisie à droite, il passe en poétique, et il passe directement, du coup, pas directement, mais plus socialiste, plus proche du peuple, et ces réformes et ces discours qui ont été marqués entre les années 20 et 30, avant qu'il rentre du coup au pouvoir avec le Front populaire, sont marqués très à gauche. Est-ce qu'on sait que c'est quoi l'élément déclencheur qui passe entre ces deux phases? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui a pu être un peu reproché à Léon Blum, parce que forcément, en tant que socialiste, on est censé représenter l'homme du peuple, les ouvriers, les paysans, les classes laborieuses. Et ça a pu lui être un petit peu reproché, parce que lui, c'est vrai qu'il est issu plutôt de la moyenne bourgeoisie, on va dire, en quelque sorte. Ses parents avaient un commerce dans le domaine de la soie. Donc ils étaient quand même assez aisés, ils vivaient bien, hein, les Blum. C'est vrai que cette bascule, je pense, ça se fait au moment où il rencontre Jaurès. Forcément, où il en découvre un petit peu plus sur le socialisme. Lui, au départ, la politique, je pense que ça ne l'intéressait pas forcément non plus. Mais c'est juste que comme il fréquentait beaucoup de personnes, forcément, il a été amené à rencontrer Jean Jaurès aussi. Et ça a été, je pense, une forme de déclic, effectivement, à ce moment-là, quand il parle un peu plus de ce qu'est le socialisme. Et très vite, il devient lui aussi un représentant pour la SFIO. Et il deviendra, du coup, le leader aussi du Front populaire en 1936. Je ne sais pas si on commence déjà à parler un petit peu. Oui, on peut avancer. Et puis je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions sur Léon Blum, sur le lieu, sur peut-être Jeanne aussi, qu'on parlera un petit peu, voilà, on va en parler aussi. Je vous invite à les poser dans le chat et puis on essaiera de les répondre du mieux qu'on peut. Voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous dire. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur la pièce en elle-même, peut-être sur le mobilier? Est-ce que c'est tout du mobilier qui est d'origine Blum? Oui, c'est vrai que, alors ça, on n'en avait pas encore parlé, mais en fait, tous les meubles que là, vous voyez dans la pièce, dans les différentes pièces qu'on va essayer d'aller visiter là après, ce sont des meubles authentiques, donc ils datent vraiment de l'époque où Léon Blum a vécu dans cette maison, donc de 1945 à 1950. Et en fait, ça a été toute l'œuvre de Jeanne qui, à la fin de sa vie à elle, a souhaité faire de cette maison un musée qui soit dédié à la mémoire de Léon Blum. Alors on va revenir un petit peu sur Jeanne et le couple qu'elle formait avec Léon Blum, parce que c'est vrai que c'était un couple un petit peu atypique, on peut le dire, parce qu'il y avait une grande différence d'âge entre les deux. Jeanne, elle avait 27 ans de moins que Léon Blum. Donc forcément, ça fait une différence. Petite différence. Hein. Voilà, bon, après, l'amour a ses raisons que la raison ignore, comme on dit. Donc, Jeanne a notamment soutenu Léon Blum pendant la Seconde Guerre mondiale, quand lui, il s'est retrouvé incarcéré. Et peut-être ils se sont rencontrés comment, peut-être, parce qu'il y a une grosse différence d'âge. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi à se rencontrer? Oui, alors la rencontre, elle est, pareil, assez atypique aussi. En fait, c'est Jeanne qui a accompagné ses parents. Alors Jeanne, à cette époque-là, elle avait 16-17 ans. Elle a accompagné ses parents qui se rendaient dans un salon littéraire. Et c'est là qu'en fait, elle a apparemment aperçu Léon Blum dans l'entrebâillement d'une porte et elle en serait tombée amoureuse à ce moment-là. C'est beau comme légende. Est-ce que c'est confirmé? Alors, je ne sais pas si c'est confirmé en ces termes-là, mais en tout cas, c'est avéré qu'elle l'a rencontré à ce moment-là, quand elle était encore jeune. Et donc, effectivement, ils se rencontrent dans ces circonstances. Bon, au début, ils ne se rapprochent pas forcément. Ils vont se rapprocher plus tard, quand Jeanne sera avec son deuxième mari. C'est un peu à ce moment-là où ils vont être amenés à fréquenter aussi Léon Blum. Donc, pour Léon Blum, c'est une connaissance. Voilà, il connaît déjà Jeanne. En fait, ils vont véritablement se rapprocher donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Léon Blum va être incarcéré. Parce qu'effectivement, il a été à l'encontre de Pétain. Donc à cette époque-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait accusé Léon Blum d'être responsable de la débâcle, donc de cette défaite des armées françaises contre les armées allemandes. On l'avait accusé d'être responsable, de ne pas avoir assez bien préparé la France à la guerre alors qu'il était au pouvoir en 1936. Et donc il va se défendre au cours d'un procès qui s'appelle le procès de Riom. C'est un moment intéressant aussi parce qu'à ce moment-là, Léon Blum il va réussir déjà à brillamment se défendre et en plus de ça, il va réussir à retourner l'accusation envers ses accusateurs.
Et donc il y a un peu cet effet, on appelle ça le procès boomerang, parce que c'est voilà, l'accusation qui revient envers les accusateurs. Et c'est vrai que Léon Blum s'était bien débrouillé. Et au final, on va ajourner le procès, on va l'arrêter, l'interrompre. Il n'ira jamais à son terme, d'ailleurs, il ne sera jamais repris. Mais à ce moment-là, Léon Blum, lui, il est incarcéré. En fait, il se trouve incarcéré en France. Par la suite, il va être déporté plutôt en Allemagne. Il va se retrouver à Buchenwald, donc dans un camp de concentration. Il va quand même bénéficier un petit peu d'un traitement spécial parce que forcément, on considère comme un otage de marque. C'est vrai qu'il était juif, donc on aurait pu penser que son seul destin était de décéder, de mourir à Buchenwald. Mais le but, ce n'était pas de l'assassiner, de le tuer, c'était de le garder en vie pour éventuellement servir de monnaie d'échange, parce que c'est vrai qu'en temps de guerre, ça se fait beaucoup. Voilà, on a des otages au cas où pour pouvoir faire pression sur l'État français, là en l'occurrence. Et il s'est retrouvé avec un autre otage dans une petite maison forestière, donc c'était un petit peu voilà, à côté du camp. C'était pas vraiment dans l'enceinte du camp, mais quand même à côté. Et il se retrouve incarcéré à cet endroit-là. Après, voilà, c'était quand même des conditions de vie difficiles. Il n'avait pas de liberté de mouvement, il ne mangeait pas à sa faim non plus. Il était assez diminué aussi. À cette époque-là, Léon Blum, il a déjà quasiment 70 ans. Donc, on peut comprendre que ce soit quand même une épreuve aussi difficile à ce moment-là pour lui. Et c'est là que Jeanne entre véritablement aux côtés de Léon Blum. Déjà à l'époque où Blum était incarcéré en France, elle commençait à venir le voir. Elle lui apportait un soutien moral, et c'est vrai que ça, c'était vraiment très important pour Léon Blum à ce moment-là de sa vie, quand il était vraiment au plus bas. Et elle a même décidé en fait, d'aller le rejoindre à Buchenwald. Donc, Léon Blum avait été voilà, déplacé là-bas jusqu'en Allemagne. Elle a réussi à avoir l'autorisation du gouvernement français pour le rejoindre, tout en sachant qu'elle voilà, ils ne savaient pas quel allait être leur destin, même si voilà, ils pensaient sûrement que ça allait mal se terminer. Mais en tout cas, elle le rejoint et ils se marient même là-bas à Buchenwald. C'est pareil, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Ils se marient tous les deux pour pouvoir rester ensemble aussi. Voilà, c'est comme ça aussi que cela s'est fait. Et par la suite, ils ont été libérés. Voilà, au moment où l'Allemagne est en train de perdre la guerre, les otages en fait, de tous les camps ont été rassemblés. Il y a eu plusieurs convois qui ont été formés. On les a fait marcher pendant des jours et des jours en Allemagne. Et puis, voilà, ils ont finalement été libérés, notamment par des Américains qui se trouvaient... c'était dans le nord de l'Italie, du coup, plus exactement. C'est dans une ville qui s'appelle Niederdorf, dans les Alpes italiennes, qu'ils ont été véritablement libérés. Et donc, ils sont revenus en France et se sont installés dans cette maison. C'est ce que Jeanne a proposé, du coup, à Léon Blum, à son nouveau mari, de s'installer ici, dans cette maison. Et après la mort de Léon Blum, elle a donc souhaité faire un musée qui soit dédié véritablement à la mémoire de son mari. Peut-être pour préciser de ce que tu as parlé tout à l'heure du fait d'être un otage. On rappelle que Léon Blum il était juif, mais que du coup les otages, c'est comme dans toutes les guerres, quand il y a des personnages de marque, soit des politiciens, des industriels, des hommes qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, on leur donne un petit traitement de faveur pour les échanger soit contre l'argent, soit contre d'autres personnages de marque. Et tu as mentionné au fait le procès dont il était victime. On peut rappeler qu'il a été instauré du coup par Pétain, qui est au gouvernement en ce moment, et qui considérait que le socialisme, du coup le Front populaire, étaient les responsables de la crise qu'il y avait en France. Il voulait les condamner pour ça, et que du coup au retour de la guerre, il y a eu un procès contre Pétain, et cette fois-ci, Blum a été de l'autre côté, pas au banc des accusés, mais au banc des témoins pour témoigner du coup contre le gouvernement de Vichy. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu de cet deuxième événement qui fait que, comme tu disais tout à l'heure, il avait retourné l'accusation contre lui au premier, et dans le deuxième, il se retrouve de l'autre côté du box. Oui, c'est sûr que là, forcément, les choses sont vraiment inversées. Donc, effectivement, là, c'est Léon Blum qui vient témoigner à charge contre Pétain, oui, qui est jugé pour tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a permis aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, oui, il va avoir des mots assez forts. Et on sait d'ailleurs que Pétain en fait, va se retrouver dans un des lieux où Léon Blum avait lui-même été incarcéré. Donc, c'était au fort du Portalet. Donc, c'est un fort qui se trouve dans les Pyrénées. Donc, c'est un endroit qui est très isolé
voilà, où les conditions de vie sont très difficiles et les rôles ont été échangés au final, c'est vrai. Et Pétain s'est retrouvé dans la peau de Léon Blum qui avait vécu quelques temps dans cette prison. Et il aurait même dit maintenant je comprends ce que Léon Blum a pu vivre quand il a été incarcéré ici parce que je le vis moi-même maintenant. Et peut-être tu as parlé de Jeanne, on n'en a pas beaucoup mentionné, mais peut-être rappeler son rôle peut-être pour les enfants déscolarisés, ce qu'elle a mis en place. Oui, effectivement. Alors, on va essayer peut-être d'aller dans la pièce à côté, ce serait sympa quand même. On tente notre pièce, on prend des risques. On prend des risques, les amis. Est-ce que tu peux demander à tout le monde de donner de la force dans le chat donnez-nous de la force s'il vous plaît dans le chat pour voir. Appuyez sur le bouton pour booster la connexion Internet. On va tenter de vous montrer une autre pièce. Et du coup, on avait juste une petite question de Henri qui demandait si la cheminée fonctionnait à l'époque. Est-ce que la cheminée fonctionnait à l'époque? Oui, elle fonctionnait, effectivement. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, elle fonctionne toujours? Est-ce qu'elle est ramonée? Non, elle n'est pas ramonée parce que là, comme actuellement on se trouve dans un musée, on doit quand même respecter certaines règles, certains règlements qui sont communs à tous les musées français. Oui, parce que pour la ramoner, il faut déplacer tout, ça va être... Oui, sûrement, et puis le but, c'est pas de refaire de feu non plus dedans, donc non, là, elle ne fonctionne plus depuis quelques décennies maintenant. Peut-être avant de passer, parler de cette partie-là qu'on n'a pas beaucoup mentionnée. Oui, ok, pas avant de de partir. On peut un petit peu parler de tout ça. Vous expliquer un petit peu ce que c'est. Là, on a l'œuvre de Léon Blum, et puis la mort, c'est les bouquins sur... Oui, alors là, effectivement, ce que vous voyez, ce sont l'œuvre de Léon Blum. C'est vrai que Léon Blum, tout au long de sa vie, il n'a eu de cesse d'écrire. Ça, c'est un fait. Il a écrit plusieurs ouvrages qui ont été publiés. On peut parler d'un en particulier qui est hyper intéressant, qui s'appelle Du mariage, qui a été publié en 1907. Alors, qui ne fait pas partie de ces œuvres-là, parce que ça commence en 1914. Mais en fait, donc, à cette époque-là, en 1907, Léon Blum, il avait 25 ans. Et il va écrire sur un sujet qui est le mariage. Et en fait, il s'interroge beaucoup sur cette institution, en quelque sorte, du mariage. Selon lui, déjà, ça ne fonctionne pas très bien. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'interroge sur pourquoi les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits en matière de sexualité. C'est vrai qu'à cette époque, il faut se rappeler, c'était admis en fait, pour les hommes d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'était même quasiment encouragé. Il fallait se faire un peu une première expérience, on va dire. Et par contre, pour les femmes, c'était tout à fait le contraire. Il fallait rester vierge, être vierge pour son mariage. Donc forcément, Léon Blum, il s'interroge et se demande mais pourquoi les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits à ce niveau-là? Pourquoi il n'y a pas d'égalité? Et est-ce qu'on sait d'où ça vient cette interrogation? Parce que ce n'est pas du tout dans l'air du temps pour les gens de sa classe sociale. C'est vrai que ce n'est pas du tout dans l'air du temps, effectivement, surtout dans les milieux bourgeois et même dans la société d'ailleurs de manière générale au final. Donc c'est vrai que ce livre il fait vraiment un gros scandale. Et après, d'où lui est venu ce questionnement-là, je ne saurais pas dire exactement. Est-ce que peut-être Jaurès, non, à ce moment il n'est pas encore avec Jaurès quand il écrit ça? À ce moment-là, alors si, il a déjà rencontré Jaurès, après est-ce qu'il a eu une influence sur ces pensées-là que Blum a eues, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, voilà. À 25 ans, ce sont le genre des questions qu'il se pose. C'est intéressant parce qu'on connaît beaucoup, on va dire, pour ceux qui s'intéressent un peu à Blum, on connaît son impact politique avec notamment la semaine des 40 heures, la réduction du temps de travail à 40 heures, les 2 semaines de congés payés qui ont été obtenus, qui sont les premiers grands avancées sociales qu'on a eues pour les travailleurs. Mais on connaît moins son œuvre littéraire. Est-ce qu'on peut citer d'autres livres peut-être qui est majeur, qui a écrit, parce qu'il en a quand même écrit beaucoup. Oui, mine de rien, quand on y pense. Il a quand même écrit un certain nombre d'ouvrages. Alors, ceux qu'on pourrait citer, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a écrit plusieurs choses. Il a écrit déjà À l'échelle humaine, donc, où en fait, c'était au moment où il était incarcéré. Donc, forcément, il avait matière aussi à penser. Il avait du temps aussi pour cela. Et il s'interroge sur plusieurs sujets. Et il écrit notamment sur un petit peu ce que pourrait être l'avenir, en fait, le futur après la guerre. En fait, il explique qu'il est persuadé que la guerre va se terminer un jour et qu'on sera victorieux d'ailleurs, que la France l'emportera au final. Et lui, il voit déjà beaucoup plus loin et il se dit, après ça, ce qu'il faudra faire, c'est mettre en place une construction européenne, ou de faire en sorte que les pays européens se coopèrent un peu plus, voilà, qu'il y ait
une forme de coopération entre eux. Déjà pour éviter que ça se reproduise, parce que déjà après la Première Guerre mondiale, on avait parlé de, voilà, on avait dit c'est la der des der, et au final il y a quand même eu la Seconde Guerre mondiale, et donc là, voilà, Léon Blum, en tout cas lui, il s'interroge déjà sur cette construction européenne, sur ce que pourra être l'Europe en fait après la guerre, et sur la reconstruction de tous ces pays qui ont été en guerre à ce moment-là. Donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant, il développe plein d'idées hyper intéressantes. Ensuite, on a un autre livre qui s'appelle le Dernier mois. Donc là, en fait, il va raconter son périple une fois que les otages ont été libérés des camps. On les a rassemblés, ils sont partis pour un périple qui a duré du coup 1 mois. Et donc, il raconte un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là aussi, de tous les autres otages qu'il a pu rencontrer de nationalités différentes, d'horizons aussi différents, parce qu'il y avait d'autres personnalités politiques d'autres pays européens. Et puis, c'est pareil, encore une fois, il se pose d'autant plus cette question européenne aussi dans cet ouvrage-là. Et est-ce qu'on sait si pendant sa déportation, vu qu'il a des conditions un peu favorables, il a réussi quand même à continuer à écrire ? Oui, je pense qu'il a continué à écrire, effectivement. Même après sa déportation. Et puis, c'est vrai que c'est resté de toute façon une constante aussi tout au long de sa vie. Et quand il est revenu ici en France, il a continué à écrire également. Plus des articles dans le journal Le Populaire. Alors c'est vrai qu'on a une qui est peut-être la dernière du coup. Montrer ici. Alors, celle-ci, effectivement, la une qu'on voit là, c'est la toute dernière une du journal Le Populaire, qui titre effectivement sur la mort de Léon Blum. Donc ça, c'était le journal, oui, il est daté du 31 mars 1950. Et en fait, Le Populaire, c'était le journal des socialistes, au même titre que l'Humanité, du coup, était le journal des communistes. En fait, ce qui s'est passé, c'est un événement aussi qui est assez important dans l'histoire politique française. C'est le congrès de Tours qui a eu lieu en 1920. Donc là, on retourne vraiment des années en arrière, où en fait, vous allez avoir cette scission entre, d'un côté, le Parti socialiste, donc à l'époque c'était encore la SFIO, et de l'autre côté, le Parti communiste, parce que certains vont décider en fait de ne pas adhérer à la Troisième Internationale, donc d'adhérer en fait à la nouvelle charte qui était dictée par Moscou. Et donc les communistes ont décidé de continuer à suivre les Russes et les bolcheviks qui étaient arrivés au pouvoir. Et par contre, les socialistes, avec Léon Blum notamment, ont décidé qu'ils ne souhaitaient pas suivre ces nouvelles règles. Et ils ont décidé de partir. Et c'est pour ça que vous avez ces deux partis différents qui sont donc créés à ce moment-là. D'un côté, les communistes qui vont récupérer en quelque sorte le journal L'Humanité, même si c'est vrai que c'est pareil, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'au final, le journal L'Humanité, il a été fondé par Jean Jaurès. Jean Jaurès qui était quand même plutôt socialiste. Et donc, au final, bon, c'est devenu plutôt communiste. Ouais. Ça, c'est les aléas de l'histoire. Hein. Voilà, exactement, ça arrive. Et donc, les socialistes, du coup, forcément, ils n'avaient pas vraiment de journal qui soit à leur couleur à eux, où ils puissent exprimer leurs idées. Et donc, ils ont créé Le Populaire en 1920. Et Léon Blum a écrit des éditoriaux dans ce journal jusqu'à sa mort. Encore à la veille de sa mort, il écrivait un éditorial. On va peut-être pouvoir passer du coup à la pièce suivante. On essaye. J'ai juste deux questions du chat. Ah, encore ouais. Oui, pas de souci. La maison est-elle classée monument historique? Oui, tout à fait. Notre cher Farid de Musset. Ah, coucou Farid. Oui, effectivement, elle est classée monument historique, donc on n'a pas le droit de faire... D'où la cheminée. N'importe quoi. Oui, aussi, oui, sûrement, effectivement, ça fait partie des choses qu'on Et la peut plus deuxième utiliser. question, c'est Léon Blum a-t-il rencontré le général de Gaulle au cours de sa vie? Oui, tout à fait. Ils se sont rencontrés, ils ont été en contact un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ils ont pu échanger notamment de la correspondance. C'est vrai qu'ils ne faisaient pas partie du même bord politique, parce que voilà, le général de Gaulle plutôt à droite et Blum forcément socialiste à gauche. Mais de Gaulle avait quand même proposé un poste dans le gouvernement qu'il a formé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il avait demandé à Blum s'il voulait bien entrer dans son gouvernement pour être ministre. Et à ce moment-là, Blum va refuser. C'est un petit peu la relation qu'ils ont pu avoir à ce moment-là. Donc Blum, qui revenait de la guerre, de toutes ces années d'incarcération, était assez diminué.
Et voilà, il était fatigué aussi et il ne souhaitait pas forcément s'impliquer plus que ça dans un gouvernement non plus. Donc, Ouais, peut-être préciser sur la question des monuments historiques, on n'a pas précisé au début du live, mais on est aussi à la maison Léon Blum qui fait partie du label des maisons des illustres, qui sont les maisons du coup où les grandes personnalités les femmes et hommes français, que ce soit politiques, historiques, culturels, ont vécu. Et du coup, on a la chance en fait de pouvoir visiter cette maison, qui sont des maisons qu'on a réussi à garder au maximum dans leur écrin original. voilà, exactement, effectivement, ouais, on a ce label des maisons des illustres aussi. Et puis, c'est vrai que sur la maison en elle-même, j'y étais pas encore revenue, mais c'est un bâtiment qui est quand même très ancien, parce qu'on se trouve dans une ancienne ferme du XVIIe siècle. Ah oui, quand même. Donc, quand même, les fondations, on va dire, du bâtiment, là, elles datent du XVIIe siècle, donc c'est quand même ancien. Et donc, bon, forcément, pour que ça devienne une maison voilà, qui soit habitable avec différentes pièces, etc., un architecte est passé par là pour remodeler un petit peu tout ça. Donc, ça s'est fait au 19e. Et ensuite, Jeanne est donc venue s'y installer en 1937 avec, alors à l'époque c'était son deuxième mari, du coup, Henri Reichenbach. Ils se sont installés ici dans cette maison, déjà parce que Jeanne en fait voulait un cadre de vie qui soit plus proche de la nature pour ses enfants. Et c'est vrai que, alors on n'a pas eu l'occasion de vous le montrer parce qu'il pleuvait, donc on n'est pas sorti dehors, Ouais. mais vous viendrez à l'occasion Voilà. découvrir le jardin. Il y a C'est un ça. très beau jardin qui entoure la maison. À l'époque, c'était même un jardin de 19 hectares, donc c'était quand même un truc assez énorme. Et donc, c'était une des raisons aussi pour lesquelles Jeanne s'était installée là, c'était pour ses fils et qu'ils soient plus proches de la nature aussi. Et avant de tenter l'aventure de passer notre pièce, moi j'aurais une question. On a parlé du populaire, on a parlé de l'humanité. Le populaire aujourd'hui n'existe plus. Non. Est-ce que du coup, quel serait l'héritage au niveau des journaux peut-être, ou même l'héritage politique de Léon Blum qu'on aurait en 2024 ? Au niveau des journaux, c'est une bonne question. Je ne saurais pas trop y répondre. Est-ce qu'il y a un journal qui a pris la suite du populaire, qui est dans la même veine Je ne suis pas certaine. Puis il n'y a pas vraiment de descendants, on va dire, au populaire. Après, pour l'héritage de Blum, de manière générale, c'est vrai qu'on a quand même Déjà ici, on essaye d'œuvrer forcément sa mémoire, à transmettre sa mémoire, là, d'autant plus qu'on a des lieux qui sont quand même fortement marqués. Enfin, ils sont très riches. Exactement, quand on se dit que Léon Blum s'est assis à son bureau, par exemple, ou sur tel fauteuil, enfin voilà. Et puis on a aussi effectivement des associations qui s'occupent aussi un petit peu de faire vivre cette mémoire, notamment des travaux de recherche aussi. C'est vrai que c'est important d'un point de vue historique d'avoir des chercheurs qui continuellement vont mener des recherches sur Blum ou le Front populaire de manière générale ou d'autres sujets. Et on a effectivement des chercheurs qui sont assez actifs aussi dans le domaine, avec des publications qui sortent périodiquement aussi sur Blum. Bon, en plus, on encourage toujours tout le temps la culture. On aurait une question ? Oui. On a Henri qui propose, pour répondre à ta question, Romain, peut-être le journal Libération, et Farid qui nous dit, vu que le PCF n'est plus marxiste, l'humanité serait proche de ses idées. C'est vrai, Libération. Oui, c'est vrai que moi je ne m'y connais pas assez bien. On pourrait. C'est plus mon domaine. Voilà, Mais c'est vrai que Libération, je pense que c'est un bon yes, mais moi je me demandais s'il y avait des gens qui avaient été à l'origine, en fait, enfin dans les mêmes veines à l'origine du populaire, qui ont perdu une fois le populaire, quand il s'est terminé, est-ce qu'il y a des gens qui faisaient partie, qui ont repris un autre journal pour recréer quelque chose? Oui, je vois effectivement. Parce que je sais pas, au niveau des dates, je ne vais pas m'avancer, donc je n'ai pas envie de dire une bêtise. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont repris, dans le chat peut-être vous savez, s'il y a des gens du populaire qui ont repris un autre journal ou créé un autre journal. Ça effectivement, je n'aurais pas la réponse à cette question. C'est vrai, moi j'avais Libération Luma, comme on en a parlé, qui aujourd'hui pourrait être plus classé de ce côté-là. Oui, effectivement marqué à gauche, donc ça pourrait être des héritiers. Oui. Voilà. Alors, est-ce que dans le chat, on a beaucoup de force pour tenter une autre pièce? Allez. Est-ce que dans le chat, vous êtes chaud pour qu'on tente cette pièce? On croise les doigts? Dans le chat, je vous laisse me dire, je lis le chat, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son, si ça commence à Oui, allez, on y va. Sinon, on tente une deuxième pièce avec une superbe... Ce serait bien quand même de voir un petit peu... nous dit Aude, force Wi-Fi. Est-ce qu'on arrive Alors... On peut présenter des choses qu'on a peut-être si on arrive à avoir de la connexion tout à l'heure, on pourra montrer. Mais on a plusieurs belles infographies qui sont présentes et qui sont interactives, audio, vraiment super bien constituées, qui sont vraiment géniales, quoi. Oui, ça effectivement
On a plusieurs panneaux du coup dans une salle d'exposition. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Et vous avez du coup cet autre panneau qu'on vous montre actuellement, qu'on trouve dans la maison. Et effectivement, les différents panneaux en fait, reviennent sur la vie de Léon Blum de manière chronologique. Donc là, celui-ci qu'on a en face de nous, il revient vraiment sur les dernières années de vie de Léon Blum, donc à son retour de la guerre en 1945 jusqu'en 1950. Et donc, il a œuvré effectivement, bien qu'il ait refusé d'entrer dans le gouvernement de Gaulle, on l'a évoqué là à l'instant, il a quand même entrepris plusieurs choses. Il est notamment parti aux États-Unis pour signer les accords Blum-Burns, donc pour réévaluer un petit peu le niveau de la dette française qui avait été contractée auprès des États-Unis. Donc grâce à ces accords, la dette va être réduite. Et il va y avoir d'ailleurs une autre conséquence aussi sur le cinéma. En fait, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on avait mis en place des quotas, c'est-à-dire qu'on autorisait qu'un certain nombre de films américains dans les cinémas français. Et avec ces accords qui ont été signés en 1946, on va obtenir la levée de ces quotas. Donc les Américains peuvent diffuser de nouveau autant de films qu'ils le souhaitent. À cette époque, Hollywood est déjà une industrie qui est très influente, qui produit énormément de films. Et c'est vrai qu'en France, on a un petit peu cette peur de se retrouver envahi par ces films hollywoodiens. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un petit peu en réaction à ça le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, pour justement continuer à soutenir la production française et à faire en sorte de rivaliser autant qu'on peut le faire, avec nos moyens en tout cas, avec le cinéma américain. Et force est de constater que voilà, le cinéma français fonctionne quand même bien. On est, je pense, un des pays européens où on a le plus gros pourcentage de films nationaux, on va dire, et bien qu'on ait aussi des films américains, mais voilà, c'est une des petites conséquences un peu qu'il y a pu y avoir avec ces accords Blum-Burns, donc du nom de Blum et du nom de Burns, qui était l'homologue américain en fait de Léon Blum sur place. Moi devant. Je veux juste préciser, parce que là, pour ceux qui arrivent ou qui n'ont pas suivi, c'est que là, on est sur l'infographie peut-être de fin de vie de Léon Blum, parce qu'on a tenté de faire celle du début au début du live, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on fait un peu ça à l'envers. Exactement. Mais, voilà, on va essayer quand même, on va tenter de tout montrer avec, si ça fonctionne, de la chance. Exactement, voilà, on va s'y retrouver. De toute manière, les panneaux, on ira peut-être les voir si ça fonctionne tout à l'heure, mais on a déjà parlé aussi de beaucoup de sujets également. Là, sur les derniers avis de Léon, on peut parler de discours qu'il a prononcés. C'était au moment de la création de l'UNESCO. En fait, on cherchait une ville pour installer le siège de l'organisation. Donc, l'UNESCO, c'est cette organisation qui a été créée pareil, au lendemain de la guerre pour promouvoir la paix via différents canaux. Et là, le principe, c'est via l'éducation, la culture et le dernier m'échappe, éducation, culture et sciences. Voilà. Et donc, Léon Blum, il va faire un discours, il va prononcer un discours à Londres pour demander à ce que le siège de l'UNESCO soit situé à Paris. Là, il va prononcer un très beau discours où il met en avant à la fois la culture française, le fait aussi qu'on soit ouvert aux autres cultures. Et finalement, il va avoir gain de cause parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UNESCO se trouve bien à Paris. Donc, peut-être mentionner que c'est le seul organisme international qui a eu son siège à Paris, du coup, et c'est grâce à Léon Blum. C'est vrai, oui, effectivement. Donc c'est ça qui est marquant dans son discours, c'est qu'il a cette capacité à convaincre les gens d'avoir un siège pour une institution internationale à Paris, c'est le seul qui existe aujourd'hui. Oui, c'est vrai, oui, la plupart des sièges d'organisations internationales se trouvent dans d'autres villes. Donc, et c'est vrai qu'il avait cette conviction, cette façon de réussir à convaincre aussi son auditoire. C'était quelqu'un de très éloquent. Alors, c'est vrai qu'il a pu être attaqué parfois à cause de sa voix, parce que c'est vrai qu'il avait une voix assez fluette, on va dire, un petit peu aiguë, même si, bon, là, ça ne correspondait pas à des voix très graves, très masculines, on va dire. Donc, ça a pu un peu le desservir aussi à certains moments, mais il s'exprimait toujours très, très bien. Il écrivait ses discours avec une très jolie plume, et il avait cette capacité quand même à convaincre aussi son auditoire.
Puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent, on a mis en Reels tout à l'heure ce matin des extraits de ses discours. Oui. Et peut-être on peut parler de ses discours, mais peut-être écouter en appuyant sur la console pour que les gens puissent entendre peut-être. Alors, ici, malheureusement, on Est-ce qu'on n'aura n'a pas pas de discours On n'a pas de discours ici. Léon Blum. Non, on va seulement avoir des historiens qui parlent de différentes Ok, y a pas de- thématiques. Mais Peut-être tenter dans les malheureusement. autres alors si on a des voix de Léon Blum pour entendre sa voix, pour les gens qui puissent un peu se faire une idée. Ouais, ok. Est-ce qu'on retourne du coup Je sais pas, est-ce qu'on dans la tente salle là-haut ou on d'exposition, tente. On croise les doigts. On tente quoi? On tente en haut ou on tente l'autre? Attends, peut-être dans le chat, si on a qui veulent nous. Est-ce que vous voulez qu'on tente de monter dans la chambre de Léon Blum ou qu'on tente la salle de tout à l'heure au début du live? Allez, ouais, dites-nous. Est-ce que vous laquelle vous voulez qu'on tente? Voilà, dites-nous. La première personne qui répond, on prend Voilà. sa réponse. Ou Voilà. sinon, peut-être parler en attendant des discours. Quels sont les discours peut-être majeurs que Léon Blum a prononcés, qui ont eu un impact? Les discours majeurs, il va y avoir le discours qu'il a prononcé au congrès de Tours. Ça, c'est vrai que c'est un discours qui est resté à ce moment-là, où voilà, il a exprimé aussi ses opinions par rapport à cette nouvelle charte, à cette troisième internationale là, qui se mettait en place. Le discours de Londres, effectivement, et puis toute sa plaidoirie aussi lors du procès, ça c'est vrai que ça reste quelque chose de marquant. Et aussi lors de son investiture en tant que président du Conseil. Pardon, je tousse dans le micro. Mais oui, effectivement, aussi quand il arrive au pouvoir aussi et qu'il fait son discours devant les députés. Voilà, à l'époque, c'était comme ça aussi que ça se passait. Et alors on doit avoir un extrait, je crois, du discours en particulier là, qui est sur le bureau de Léon Blum. On le laisse auprès de lui, mais voilà, ce sont en tout cas quelques discours, je pense, assez marquants dans sa vie. Alors dans le chat, est-ce qu'on a fait un show ou pas? C'est mitigé. Alors. Hein. C'est mitigé dans le chat? Il y a Cybelle qui dit « Moi, je tenterai pas, trop ma monnaie ». Ah mince, il y avait eu un... Qui dit « On aime le défi en haut ». Oh. En essayant. Farid qui dit « La salle du peut-être. début ». Et Igara qui nous dit « Descendre en haut serait une bonne idée ». D'accord. On est bien. C'est extrêmement mitigé. Alors, comme peut-être retour. laisser le choix à Ouais, Elisa. bah, on essaye les chambres peut-être. On essaye les chambres. On Allez, va essayer de oui, monter pour à essayer la l'étage. maison, je pense. Voilà, on reste dans la maison On et comme reste dans ça la on maison. terminera du coup peut-être par... Voilà. On va essayer de pas s'assommer quand même. Alors, on espère que ça va tenir. On espère que ça va tenir. Il n'y a pas de souci. Hop. Mais ça avait fonctionné quand même la dernière fois. Ouais. Oui, dites-nous tout. Voilà. Non, ça va pas couper, ça va fonctionner. Non, ça va on fonctionner. va... Là, on est bon. On est sur une bonne lancée, je pense. Oui, c'est bien. Normalement, on est bon. Est-ce que vous êtes toujours là dans le chat? Est-ce qu'on est toujours là dans le chat? Est-ce qu'on est toujours là? Sybelle qui demande si j'ai pas trop mal au bras, j'ai mal au dos. Le dos. Essayez Queen, mais la co est là. La co est là. Ok, c'est parfait. essentiel, parfait. Magnifique. Alors, Incroyable. on va du coup pouvoir un petit peu vous parler dans cette chambre qui est la chambre de Jeanne, la chambre de Léon. Du coup, on va aller la voir dans quelques instants. Vous avez encore une fois tous ces meubles autour de vous. Voilà. Alors, C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un magnifique mobilier quand même qui Ouais, a quand été même, oui, extrêmement c'est bien sûr. conservé. Donc, on Oui. va dans le salon tout à l'heure, dans la bibliothèque et dans la chambre. effectivement, ouais, c'est extrêmement bien conservé et en même temps, on le voit, c'est quand même assez dépouillé. Enfin, Ouais, il y a c'est quand même très pas sobre. beaucoup de... Voilà. Voilà. Exactement, c'est très sobre et c'est vrai que c'était à l'image aussi du couple formé par Léon et Jeanne. Hein. Ils étaient très sobres, ils n'accordaient pas beaucoup d'importance au paraître ou quoi que ce soit. Voilà, après, Léon Blum, il n'était pas non plus richissime. Hein. Il vivait évidemment avec des moyens plus que suffisants. Mais en tout cas, voilà, il s'intéressait, je pense, pas forcément à la déco. Il ne prêtait pas trop attention aux meubles qui pouvaient l'entourer. Par contre, pour ses livres, c'était autre chose, ça c'est sûr. Je pense qu'il y accordait plus d'importance, effectivement. Donc Et là, dans cette chambre, du coup, on a plusieurs C'est bien qui me fait rire. photographies sur le mur qu'on peut éventuellement commenter. Et donc là, on entre plutôt dans la vie de Jeanne. Parce que vous avez du coup sur cette photographie-là qu'on vous montre juste ici, les deux fils en fait que Jeanne a eus avec son tout premier mari. Donc si on fait un petit peu le récapitulatif, Jeanne, elle a eu 3 maris. Donc un premier mari, Henri Torres, avec qui elle a eu du coup les deux fils là qu'on vous a montré à l'instant, Jean et Georges.
Malheureusement, elle a décidé de divorcer de ce mari, donc ça vous montre déjà aussi à quel point Jeanne elle avait du caractère, parce que ce mari qui était un peu volage, voilà, ça se passait pas forcément très très bien, et elle a décidé d'en divorcer, ce qui se faisait pas trop à l'époque, mais voilà, elle s'en va avec ses 2 enfants. Elle se remarie du coup avec un autre homme, Henri Reichenbach, qui lui était un riche industriel. Et c'est plutôt un mariage de raison, on va dire. Elle n'avait pas énormément de sentiments, mais c'est vrai que quand on est une femme seule à cette époque avec des enfants, c'est pas très bien vu d'être seule, justement. Donc il faut aussi se remarier. Elle se dit que c'est la meilleure chose à faire, on va dire, pour elle à cette époque-là. Donc elle se marie avec son deuxième mari, avec lequel ils emménagent dans cette maison, du coup. Et puis, par la suite, ce mari en question, lui, il va fuir au moment de la guerre parce qu'il était juif aussi. Jeanne aussi est juive, c'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé non plus, mais elle aussi, elle est juive. Et donc, son deuxième mari, lui, décide de s'enfuir, il part aux États-Unis. Et malheureusement, il va se suicider là-bas. Et donc, pendant la guerre, en fait, Jeanne est donc devenue veuve. Et c'est du coup à ce moment-là qu'elle se rapproche de Léon Blum et qu'elle va terminer du coup sa vie avec lui. Et donc, voilà, vous avez pu voir ces 2 fils, en tout cas, qui étaient là, qui ont eu un destin aussi, pour l'un, assez tragique. En fait, il y a son plus jeune fils, Georges, va rejoindre la résistance à Londres. Il va se retrouver là-bas, donc il entre dans cette résistance en tant que volontaire, et il rencontre quelqu'un, une femme, du coup, Tereshka, il tombe amoureux d'elle, il se marie, etc. Enfin voilà, ça va assez vite entre eux. Lui, il va être envoyé en 1944 en France, mais malheureusement, au cours d'une opération militaire, il va trouver la mort, il va être tué. Et donc, Jeanne, en fait, apprendra bien plus tard, à son retour de la guerre en 1945, que malheureusement, son fils est décédé, mais qu'entre-temps, Tereshka, la femme avec qui il s'était marié, était enceinte. Et en fait, elle a donné naissance à la petite fille du coup de Jeanne en 1945. Et donc Jeanne va apprendre à la fois le décès d'un de ses fils et l'arrivée de cette petite fille. Donc c'est vrai que ce sont des émotions quand même très intenses et particulières à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est le destin en tout cas de ce fils-là. L'autre voilà, va survivre pendant la guerre. Malheureusement, il va mourir avant Jeanne, donc elle va perdre en fait son deuxième fils. Donc c'est vrai que c'est très dur quand même pour des parents d'avoir ces enfants malheureusement qui décèdent avant soi. Et voilà, ça ce sont en tout cas pour les fils de Jeanne. On va peut-être reparler un tout petit peu de Jeanne avant de ouais, passer c'est à ce que j'avais proposé justement de parler un petit peu de l'œuvre de Jeanne, voilà. qui est quand même une œuvre assez magistrale quand même, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Exactement, oui, effectivement. Jeanne, elle a pour ainsi dire commencé une deuxième vie quand Léon Blum est décédé, donc en 1950. Donc elle, à cette époque, Jeanne, elle avait que 50 ans, souvenez-vous, ils avaient beaucoup de différence d'âge. Et donc, elle décide de reprendre des études. Elle va faire des études dans le domaine des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Et elle va écrire une thèse où en fait elle formule une nouvelle méthode d'apprentissage, une nouvelle méthode pédagogique qu'elle va intituler la méthode de la complémentarité horizontale. Alors c'est des mots un petit peu compliqués, mais en fait son idée à elle, c'est de redonner confiance à alors à l'époque c'était plutôt des jeunes filles qui étaient déscolarisées, en leur offrant une deuxième chance, une chance de faire des études dans le domaine alors plutôt paramédical, on va dire, donc pour devenir infirmière par exemple. Leur redonner une chance en leur proposant une nouvelle méthode d'apprentissage, en leur montrant qu'il y a des façons d'apprendre qui peuvent être un petit peu différentes et qui pourraient leur redonner confiance. Et le principe, en fait, c'est de partir des connaissances que chacun et chacune peut avoir sur un sujet en particulier. Donc en fait, on commence par faire un tour de table des différents élèves de la classe. On leur demande sur tel sujet, dis-nous un peu ce que tu sais. Et en fait, grâce à cette méthode, on se rend compte que déjà, on connaît des choses. C'est vrai qu'on ne peut pas être professionnel, tout connaître dans tous les domaines, mais normalement, quand on prend quelques domaines, on connaît des petites choses. On sait quand même deux, trois choses. Et puis après, le but, ce sera forcément d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais donc, son point de départ, en tout cas, c'est ça. C'est plutôt de demander aux élèves ce qu'ils savent et par la suite, on va construire le cours par rapport à ça. Et c'est une manière un petit peu de remettre les élèves et le professeur un petit peu sur le même plan, d'où l'idée d'horizontalité. Voilà. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer une école en 1974,
l'école Jeanne Blum, donc, qui porte aujourd'hui son nom, et dans laquelle, encore aujourd'hui, on a des promotions d'aides-soignants, d'infirmières qui sortent chaque année. Donc c'est une école qui fonctionne toujours, et ils continuent d'appliquer d'ailleurs la méthode de Jeanne à ce niveau-là. Et pour tout vous dire, donc Jeanne, elle écrit sa thèse, voilà, elle a son école, elle peut un peu voir comment ça se passe, elle fait ses recherches, et puis elle va finalement soutenir sa thèse, du coup, en 1982. Donc elle avait 81 ans quand elle a soutenu sa thèse. Donc à chaque fois quand je dis ça, je dis rien n'est impossible. C'est beau, c'est beau. Et ouais, je pense pas qu'on ait beaucoup de, de candidats à la thèse comme ça qui sont autant âgés. Mais voilà, ça vous démontre aussi encore une fois quelle était sa personnalité et à quel point elle a toujours été jusqu'au bout de ce qu'elle a entrepris. Et puis surtout, peut-être préciser sur son école, elle a essayé de focus aussi sur les personnes, les enfants déscolarisés et les jeunes adultes qui, comme elle, n'avaient pas pu faire d'études quand ils étaient plus jeunes et qui sont reprises d'études et les aider du coup justement dans leur cursus scolaire à se développer et à trouver du coup un métier grâce aux études. Ouais, aussi, oui, c'est vrai qu'effectivement c'était également. C'est un de ses objectifs, elle voulait aider les gens qui étaient dans la même situation qu'elle, dans la difficulté. Après, elle se trouve jeune femme, veuve du coup 2 fois. Avec des enfants, oui. Donc c'est une période qui est assez compliquée, surtout à cette époque-là encore une fois. Oui. Donc elle a voulu aider ces personnes-là grâce à son école justement à reprendre le chemin de l'emploi grâce à de nouvelles méthodes d'éducation plus adaptées, quoi. Exactement. Est-ce qu'on essaie de passer dans la chambre voilà, de Léon allez, cette fois-ci? On tente, allez le chat, j'espère que vous êtes avec nous pour donner de la force. On pas tente... trop s'attarder dans la salle de bain, parce que ça peut un peu couper, on va regarder. On tente la chambre. On va plutôt aller dans la chambre de Léon Blum. On va peut-être pouvoir commenter un peu les photos. On espère que la connexion va pas couper. Est-ce que la connexion vient jusqu'ici? Alors, on espère que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours avec nous? Mettez-moi la Dino Dance si vous nous entendez. La Dino Dance. Connexion 5 sur 5. Let's go. Oh là là, il fallait la chauffer en fait. C'est ça, il fallait juste me mettre un petit coup et puis. Petite danse. Et maintenant, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc là, effectivement, on se trouve dans la chambre de Léon. Alors c'est vrai qu'on pose assez souvent, c'est assez rigolo, j'ai des groupes de collégiens là, qui viennent assez régulièrement à la maison des Léon Blum pour visiter les lieux et tout ça. Et effectivement, donc, quand on arrive dans la chambre de Jeanne, je dis donc ça c'est la chambre de Jeanne et après on ira voir la chambre de Léon. Et du coup il y en a beaucoup qui s'interrogent et qui me disent ah bon, mais en fait ils dormaient pas ensemble, mais pourquoi, enfin voilà, ils ne comprennent pas trop. C'est vrai que pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont pu vivre encore, la vie de couple, etc. Donc moi je leur explique que Léon Blum était quand même assez âgé, hein. Faut savoir qu'il avait plus de 70 ans, voilà, et pour, je pense, le confort de l'un et de l'autre, c'était plus confortable du coup pour les deux de pas forcément dormir dans la même chambre. Mais donc en tout cas c'est cette pièce que Léon Blum occupait vraiment, et puis par la suite ça deviendra plutôt une chambre d'amis où Jeanne pourra recevoir. Puis il y avait des rythmes de vie aussi différents aussi. Oui, voilà, c'est possible aussi. Voilà. Et effectivement, ça peut aussi l'expliquer. Mais donc, encore une fois, vous voyez tous ces meubles qui sont authentiques, d'origine. Encore une fois, très sobre. Et très, encore une fois, très sobre. Voilà. Comme il a voulu pour son initiative politique qui représente un petit peu sa maison, qui n'est pas très ostentatoire, justement au contraire. Aussi. Il a voulu montrer sa sobriété et le fait qu'il n'a jamais été quelqu'un qui a voulu montrer sa richesse ou montrer l'argent qu'il a pu avoir. Oui, effectivement. C'est complètement ça, oui. Je trouve aussi effectivement que la maison est à son image de qui il était et de sa politique aussi. Et je vois qu'on va pouvoir se rapprocher un peu des photographies. Il y a des petites anecdotes sur les photos. Il y a, surtout sur celle-ci là, qu'on vous montre actuellement. Il y a une anecdote. Alors en fait, Léon Blum, donc lui, il se trouve juste ici. Et vous voyez aussi sa première femme qui se trouve donc juste en dessous ici, Thérèse, avec qui il a eu un fils, Robert, donc on voit ici au pied de Thérèse. Et en fait, la particularité de cette photographie, c'est qu'on y voit aussi celle qui va devenir la deuxième femme de Léon Blum, parce que tout comme Jeanne, Léon Blum va être marié 3 fois au cours de sa vie. Et donc vous avez ici Thérèse, qui va devenir du coup la deuxième femme de Léon Blum. Donc en fait, il la connaissait déjà quand il était encore marié avec Lise, la première femme.
Et ils ont d'ailleurs entretenu une liaison, c'est vrai, pendant quasiment une vingtaine d'années en fait. Léon Blum ne souhaitait pas divorcer de sa première femme parce qu'il voulait préserver en quelque sorte l'unité familiale qu'il formait avec du coup Lise et leur fils Robert. Mais il va quand même avoir une relation extra-conjugale, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, avec Thérèse, qui sera à ses côtés voilà, pendant une vingtaine d'années. Par la suite, malheureusement, Lise va décéder de maladie. Et donc, à ce moment-là, Léon Blum va se marier avec Thérèse, qui, elle aussi, malheureusement, va décéder d'un... Alors, elle, c'était un cancer de l'estomac, apparemment. Je ne sais plus si c'était 1937 ou 1938, donc en plus on est vraiment à la fin du Front populaire, enfin c'est vrai qu'on y reviendra là peut-être si on arrive à aller dans la salle d'exposition. On va revenir un peu sur le Front populaire quand même avant. Mais voilà, en tout cas, vous avez ces deux femmes qu'il a aimées présentes sur la même photographie et on y voit aussi des musiciens, des peintres, des poètes, etc. Parce que c'était le monde que Léon Blum fréquentait aussi à cette époque. Du beau monde. Exactement, ouais, du beau monde. Et puis sur l'autre photographie qu'on va vous montrer là juste maintenant, nous avons la promotion de l'ENS de Léon Blum. Parce que Léon Blum, effectivement, après avoir obtenu son baccalauréat, il va faire une année d'études à l'école normale supérieure. Au final, ça ne va pas tellement lui plaire, donc il n'était pas très assidu, ça ne correspondait pas tellement à son rythme de vie à cette époque. Lui, il était plus artiste, et donc l'ENS, ça ne lui plaisait pas trop, il se sentait un petit peu enfermé. Et donc, voilà, il a été plus ou moins viré de l'école, on peut dire un peu les choses comme ça, au bout d'un an. Et donc, alors... Le jeu en général que je fais, c'est que je demande aux personnes de retrouver Léon Blum sur la photo. Là, ça va peut-être être un peu compliqué avec, non, je sais pas. avec le chat. Est-ce que vous pensez l'avoir je pense qu'il y en a dans le chat qui sont bons. J'en connais certains s'ils sont là. S'ils sont là ce soir. J'ai une théorie. Ouais. On a le premier rang des personnes assises, le deuxième rang ici. Après, on a un genre de troisième et quatrième rang tout en haut. Est-ce que vous avez... Est-ce que quelqu'un a une idée de où se trouve Léon Blum? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir en fait jeune. Enfin, moi, je sais que j'ai plus une image de lui quand il est déjà âgé pendant le Front populaire. Il a déjà 60 ans quand même. C'est ça, on a sa photo avec sa casquette, sa moustache, et ses voilà, petites lunettes. Voilà, c'est ça, là. ses petites lunettes. Et puis, voilà, c'est un... Ah non, c'est pas celui avec le chapeau. Ça, c'est Romain. Ça, c'est moi. Ah oui, ça, c'est moi. Ah oui, avec la j'étais déjà là. Ouais, j'étais déjà là. C'est bon. Ça, c'est moi. Je l'ai. Ah, on me dit qu'on l'a dans le chat. Farid là, mais c'est parce qu'il l'a connu. Farid, c'est pas pareil. Ouais, il a connu. Farid, il le connaît. C'est Farid de Musset, il connaît. C'est notre seigneur, Farid. D'accord. Alors, on a un guess. Ouais, c'est vrai que c'est... Deuxième rang, troisième en partant de la gauche. Deuxième rang. Alors, 1, 2. Et le troisième en partant 1, 2, 3. Celui-là, effectivement, c'est Léon Blum. C'est Léon Blum. Tu as deviné, tu vas recevoir une premier rang debout avec les lunettes. Et non, c'est pas... Des GG pour Farid. Voilà, effectivement, c'est bien lui. Ouais. Ouais, maintenant qu'on le dit, on reconnaît quand même. C'est pas celui que je pensais. C'est pas si simple. Voilà, toute première fois, j'avais pas réussi non plus à le retrouver. C'est vrai que c'est pas simple. Du premier coup. Bravo, franchement bravo. Je sais pas si on l'avait montré dans le test la dernière fois. Peut-être que Farid il a triché, on l'a peut-être dit la dernière fois. Je sais pas. C'est possible, je ne sais plus. Mais dans le doute, je vais dire bravo Farid. On applaudit quand même. On applaudit quand même la performance. Exactement. Et donc voilà, il avait ce style un peu de dandy, un peu bohème, etc. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'on a pas Marcel Proust. On n'a pas du tout cette image-là en tête quand on parle de Léon Blum parce qu'on a très peu de photos, de passages de sa vie parce qu'on voit surtout l'homme politique, mais il est dans une fin de vie plutôt. Exactement, on l'a plus à ce moment-là. Après, on a quand même des photos qui existent aussi de ces périodes où il était plus jeune, mais c'est vrai qu'on l'a moins en tête en tout cas, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on tente? On est joueurs, on tente la dernière salle. Allez, on est joueurs, les amis, donnez de la force dans le chat. Au cas où, on reviendra dans la maison, on vous retrouve. Sinon, au revoir. Voilà. En tout cas, on n'est pas loin. Du coup, on repasse par là-bas? Oui, c'est ça, par ici, du coup, parce que de l'autre côté, c'est une impasse. Voilà, on va redescendre, du coup. On va refilmer la petite fesse de Romain. Ah, tu me bien, mais c'est... On a la moitié du chat qui est contente. Ah, let's go. Et je parle des Hein? Ouais, on n'a pas présent, je sais pas s'il y avait quelque chose...
Ouais, bon, si on n'a pas présenté la Est-ce pièce, que vous êtes toujours là? est-ce qu'on tentait la pièce ici rapidement ou pas? Ouais, S'il y on avait des peut, choses on un peu peut. à dire? Pas grand-chose de... S'il y avait on peut quelque chose à regarder dire, un petit peu. juste pour montrer au moins à quoi ça ressemblait, un peu le voilà, moulier donc ça, de c'était, cuisine. la On salle peut à voir. manger, voilà, effectivement, on a La petite salle à manger, à quoi peut ressembler une salle à manger? C'est vrai qu'elle était assez petite, on me demande souvent, mais Ouais. du coup, ils ne recevaient pas. Et je pense effectivement, ils ne recevaient pas forcément beaucoup de gens à dîner, plutôt pour... Et moi, peut-être perso, un j'ai thé, récupéré la même faïence de mes grands-parents. Donc, Ah bah, ouais. donc ça reste. Effectivement, on en a un petit peu partout, on en a jusque dans les placards aussi. Et sinon, là, vous avez quelques affaires de Jeanne qui ont été retrouvées. Et c'est vrai que la particularité, c'est que Jeanne, en fait, quand elle a voulu mettre en place cette idée de musée, donc que la maison soit consacrée vraiment à la mémoire de Léon Blum, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a en fait détruit pas mal de documents qui la concernaient. Je sais pas, des archives, des documents, etc., des photos. Elle a détruit beaucoup de choses et donc on a quand même pu sauver en quelque sorte un peu ces éléments qu'on a pu retrouver au fond de placards, de tiroirs quand même qui sont restés. Donc là, effectivement, les stylos, ce sont plutôt ceux de Jeanne qu'on peut voir ici. Et ces lunettes aussi qu'on a pu voir. Mais c'est super plutôt intéressant sur, d'avoir cette dualité entre des affaires à Jeanne, des affaires à Léon, et qu'on a en plus ces deux personnages parce qu'on vient pour la maison de Léon, mais aussi on a cet aspect maison de Jeanne aussi parce qu'on a des parties qui lui sont réservées. Donc ça c'est quand même assez bien parce qu'on Léon déjà, il n'est pas assez connu à mon sens comme on en parlait en amont, mais Jeanne encore moins. Oui, effectivement, oui, Jeanne, a priori, on la connaît pas. Alors c'est vrai qu'il y a eu un film il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, qui s'appelait Je ne rêve que de vous, qui est inspiré en fait de l'histoire d'amour entre Léon et Jeanne Blum, du coup. Et donc il y a eu un film. Alors au départ c'était un livre d'une historienne qui avait encore un autre titre. Je crois que je confonds. C'est Je vous promets de revenir. Je pense qu'il s'appelait le livre en question. Et bref, ça a été adapté en film où on parle un petit peu de cette histoire d'amour-là. C'est vrai que sinon Jeanne n'était pas vraiment un personnage public. Voilà, elle était connue de certaines personnes, par exemple au Parti Socialiste aussi, c'est vrai. Mais sinon, voilà, on voulait elle aussi la mettre en valeur dans ce musée. C'était pas sa volonté à elle quand elle a souhaité garder tout ça en l'état. C'était vraiment d'avoir un musée qui soit dédié à la mémoire de Léon Blum et elle voulait s'effacer complètement, d'où aussi l'idée de détruire tous les documents qui la concernaient. Mais on a un petit peu dérogé à la règle en quelque sorte, parce qu'on a quand même un panneau là qu'on a vu un petit peu où on parle de Jeanne et on présente aussi voilà, toute son œuvre, la mission qu'elle s'est donnée de faire de cette maison un musée. Ok. On tente la dernière pièce. Allez, on va tenter la dernière pièce. Est-ce qu'on a Ok. Est-ce qu'on a du coup, est-ce qu'on a la force dans le chat pour tenter la dernière pièce? Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Allez, Si vous êtes chaud, Si vous êtes chaud, dites-le nous. abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est ça. voilà, Donnez de la force donner de la force. en Alors, rejoignant la chaîne, en embarquant à boire avec nous. En Et là, on a une passant. petite photo de la maison malheureusement on ne pourra pas vous Ah. montrer d'extérieur. Ouais. Parce que maintenant il fait nuit. Une petite question de Nico. Oui. Qui demande si c'est Jeanne qui a rejoint Blum à Buchenwald. Oui, c'est bien ça, effectivement. Léon Blum a été, lui, déporté tout seul dans un premier temps à Buchenwald. Et Jeanne, effectivement, a décidé de le rejoindre. Pour cela, elle a dû demander l'autorisation au gouvernement français. Donc à l'époque, c'était auprès de Pierre Laval, donc qui faisait partie du gouvernement de Pétain. En fait, Laval, elle le connaissait d'une certaine façon parce que c'était un proche de celui qui a été son premier mari. Donc là, on remonte encore bien des années auparavant. Donc c'était un proche d'Henri Thorez, donc elle l'a côtoyé déjà en fait à plusieurs reprises par le passé. Et donc quand elle vient lui demander cette faveur en quelque sorte de l'autoriser à aller là-bas, là il accepte et il la laisse effectivement partir rejoindre Léon Blum. Et puis là on a une petite photo sympa de la maison, à quoi elle ressemble. Voilà. Là, tout à l'heure il pleuvait donc on n'a pas pu vous montrer. Et là il fait nuit donc c'est encore plus compliqué. Oui, non, là on ne pourra pas non plus. Mais voilà. Ça vous donne une petite idée, et puis sinon vous pouvez aussi taper Maison Léon Blum sur C'est ça. Internet. D'ailleurs, j'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on a commencé en retard. Mais vous avez. Ah si, ça a été fait. Ok, parce qu'on a mis en place la commande point d'exclamation Léon Blum pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble la maison et aller directement sur le site internet de la maison Léon Blum. Parfait. Alors, si on y arrive. Sur les réseaux sociaux.
Aussi, oui, bien sûr, tout à fait. On a une page Facebook. Alors on tente. Et une page Instagram. Et là, on va tenter d'aller dans la salle d'exposition. Donc on sort de la maison. Là, on n'est plus dans la maison. Et on va pouvoir voir. On arrive dans la super salle d'exposition. Voilà, exactement. Alors, je vais remettre les vidéos que j'avais éteintes tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on nous entend toujours? Est-ce qu'on nous voit toujours? Parce qu'on en arrive dans la super salle d'exposition qui vous présente l'ensemble de la vie. Vous avez du coup les livres qui concernent la maison Léon Blum et la vie de Léon Blum, et bien sûr toute la vie, le côté politique, le côté littéraire et le côté du coup otage pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors n'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis. Voilà. Mais voilà, effectivement, on a ces panneaux. Alors au final, on a parlé de la plupart des thématiques. Est-ce que du coup on a parlé un peu de la voix de Léon Blum pour peut-être donner une idée aux gens qui nous écoutent et qui nous voient? Au niveau de la voix de Léon Blum, alors je suis en train de réfléchir lequel. Est-ce qu'on a un qui peut, pour entendre la voix de Léon Blum, ça pourrait être vraiment super intéressant. Ouais, on va. Effectivement. Alors ici, on va avoir un exemple. Alors je pense que c'est l'exemple que tu avais repris là pour faire la vidéo. Est-ce qu'on entend bien? Tous les anciens combattants, de gauche comme de droite, plus les ligues d'extrême droite, manifestent à Paris. Dans la soirée, certaines ligues veulent forcer le barrage des forces de l'ordre qui protègent le pont de la Concorde et la Chambre. Des coups de feu partent, ils feront 14 victimes. Voilà, et là on va avoir Léon Blum qui parle effectivement. Un discours Léon Blum, ouais. L'activisme de l'extrême droite, l'émeute du 6 février sont interprétés par la gauche comme la répétition de ce qui s'est passé en Italie ou en Allemagne. D'où l'importance de la mobilisation de ce 12 février et le discours résolu de Léon Blum, leader de la SFIO. La réaction ne prendra pas. Vive la République des travailleurs. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Et c'est vrai qu'on a cette impression vraiment qu'il va complètement défaillir et tomber. Et c'est vrai qu'il mettait beaucoup d'énergie à chaque fois aussi dans ses discours. Donc là, vous avez pu avoir un exemple un petit peu de la voix de Léon Blum. C'est vrai qu'on a quelques autres petites images d'archives là aussi. Et puis aussi, on peut rappeler on l'a mentionné un petit peu, ce discours qui est aussi important parce que ça se passe en 1934. C'est un discours qui se passe sur Place de Nation et montrant en fait l'importance des gens pour cette valeur un petit peu du socialisme contre les mouvements qui avaient du coup fascistes du coup en Italie et les mouvements nazis qui rassemblaient énormément de monde et pour montrer que les gens n'étaient pas forcément pour et qu'en France on avait vraiment une grosse force d'opposition, une grosse manifestation de volonté contre ces mouvements et ce qui est un peu déplu du coup au régime de Pétain après la suite. Oui, aussi, effectivement, oui. C'est vrai qu'on a cette période des années 20 et même encore plus des années 30 où on commence à sentir le péril vraiment arriver pour l'Europe et voilà, les mouvements fascistes, ultranationalistes, l'antisémitisme aussi qui grandissent de plus en plus. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, ça a pu être le cas à certains moments. On a vu vraiment ce fascisme aussi s'exprimer. Et on arrive sûrement à un point culminant quand Léon Blum va être attaqué. Il va subir un attentat en février 1936. Donc là, on est vraiment quelques mois avant les élections. Et donc, il est en fait pris à partie et lynché carrément. Heureusement, il ne va pas décéder. Voilà, il y a des ouvriers qui travaillaient pas très loin qui vont réussir à le mettre à l'écart. Mais il a été attaqué parce que voilà, on l'a reconnu dans une voiture et c'était des personnes de ligue nationaliste. Et donc, ils ont voulu le battre, je ne trouve pas le mot exact, mais voilà, en tout cas, c'était très violent et il aurait pu en mourir. Il en a réchappé et il s'est quand même retrouvé plusieurs jours à l'hôpital. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on a une prise de conscience aussi peut-être populaire parce que, encore une fois, on est quelques mois avant les élections qui vont porter au pouvoir, du coup, le Front populaire. Et là, on le voit effectivement sur son lit d'hôpital dans lequel il est resté plusieurs jours. Et c'est vrai que c'est un moment aussi important dans la vie politique de Blum et dans sa vie aussi personnelle, voilà, d'être attaqué à ce point. Et c'est vrai que tout au long de sa vie, il a subi aussi ces attaques, qu'elles soient antisémites déjà, forcément, et puis aussi du fait qu'il était socialiste. Voilà, il y a toute l'extrême droite
qui le prenait à partie aussi. Et donc, c'était un combo qu'il ne fallait pas avoir à l'époque. Voilà, en quelque sorte, il cumulait pas mal de choses qui ne faisaient pas bon ménage. Voilà, être socialiste, être juif, c'était un homme qui faisait un petit peu attention à son apparence, etc. Donc on le traitait tout de suite, on l'accusait d'être trop féminin. Enfin, voilà, c'est vrai que ça a pu arriver aussi, mais... Et puis, son ouverture d'esprit, il a quand même écrit du mariage, où il s'interroge sur les inégalités entre hommes et femmes en matière de sexualité. Enfin bref, il a gêné beaucoup de choses. En fait, il a gêné d'un point de vue politique, et du coup, on a essayé des prétextes comme sa prétendue peut-être homosexualité, ce fait qu'il était juif, pour du coup le détruire un petit peu son image et l'aura et désinhiber son message qu'il essaie de porter en fait, de valeurs nouvelles et d'ouverture. Oui, tout à fait. Alors là, je pense qu'on va pouvoir passer vraiment au Front populaire. C'est vrai qu'on ne l'a toujours pas évoqué, alors que c'est la chose qu'on connaît le mieux. C'est peut-être le truc le plus important qu'on connaît du coup sur son histoire. C'est pour ça, on va pouvoir y revenir aussi. Donc Léon Blum, effectivement, il arrive au pouvoir en 1936. Donc en fait, au cours des élections, ce sont le Front populaire, donc cette alliance en fait de 3 partis, le Parti socialiste, donc la SFIO, le Parti communiste et le Parti radical. En fait, ils ont décidé de s'unir pour former ce Front populaire. Et donc, aux élections, ils vont obtenir la majorité des sièges à l'Assemblée. Du coup, de facto, ça fait que Léon Blum, vu que lui, il était le leader des socialistes et que parmi le Front populaire, ce sont les socialistes qui ont obtenu le plus de sièges, du coup, c'est Léon Blum qui va se retrouver à la tête du gouvernement. Alors à l'époque, on est encore dans une république parlementaire, donc c'est un peu différent par rapport à aujourd'hui, où vous aviez un président de la République, mais qui au final n'avait quasiment pas de pouvoir exécutif, et un président du Conseil, donc président du Conseil des ministres en fait, donc le premier ministre, on va dire en quelque sorte, qui était donc Léon Blum et qui avait la majorité des pouvoirs exécutifs, en tout cas entre ses mains. Et donc, il arrive au pouvoir. Pendant tout un mois, vous allez avoir beaucoup de grèves en France parce que les ouvriers vont vouloir notifier les espoirs qu'ils portent sur Léon Blum à ce moment-là et le Front populaire avec ce qui était prévu dans le programme du Front populaire. Il y avait beaucoup de choses pour améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Et donc, il y a eu des grèves pendant un mois dans une ambiance assez particulière où le but, c'était pas de détruire l'outil de travail, mais c'était plus de s'arrêter de travailler pour montrer qu'on était heureux que le Front populaire soit arrivé au pouvoir. Et c'est ce qu'on a appelé du coup par la suite les grèves joyeuses, donc pendant un mois, quasiment tout le mois de mai 1936. On va revenir sur le gouvernement de Léon Blum parce qu'il y a une particularité quand même assez intéressante et on va vous la montrer un peu plus sur ce panneau. En fait, Léon Blum, il a fait entrer 3 femmes dans son gouvernement. Et c'est la toute première fois que des femmes deviennent ministres dans un gouvernement en France. Et on les voit en fait donc juste ici. Vous allez avoir notamment Irène Joliot-Curie, qu'on voit juste ici, qui est devenue la ministre de la Recherche scientifique et qui était effectivement la fille des époux Curie, voilà. Qui elle aussi a fait de la recherche et était assez brillante aussi dans ce domaine. Ensuite, juste à côté, vous avez donc Cécile Brunschvicg, qui, elle, sera la ministre de l'Éducation nationale. Et pour terminer, Suzanne Lacorre, qui est ici sur la droite, qui va devenir la ministre de la petite enfance, la protection de l'enfance. Et donc, c'est vrai que c'est un moment quand même important parce qu'à cette époque-là, on le rappelle, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Et donc, le fait qu'il y ait des femmes qui entrent dans un gouvernement, ça peut paraître quasiment paradoxal, en fait. Parce que, pour ainsi dire, les femmes n'ont même pas d'existence politique, vu qu'elles ne votent pas, il n'y a pas de députés non plus, ou en tout cas très très peu de femmes dans l'hémicycle. Et donc, en tout cas, c'est la première fois que des femmes sont nommées dans un gouvernement. C'est vrai qu'on peut rappeler que c'est assez marquant pour l'époque, parce qu'on est en 1936, on a 3 femmes qui rentrent au gouvernement, alors que le droit de vote des femmes, ça arrive qu'en 1944, et elles votent pour la première fois en 1945. Voilà. Donc c'est vraiment très avant-gardiste pour la France. Même si le droit de vote était accordé avant dans d'autres pays, oui. Mais c'est vraiment hyper avant-gardiste d'avoir 3 femmes, donc c'est vraiment très novateur, et ça n'a pas forcément servi l'image de Léon Blum, qui se fait un peu décrier pour ça aussi. Oui, aussi, oui, tout à fait. Mais ça, encore une fois, ça vous démontre aussi qu'elle était... Son ouverture d'esprit qu'il a prônée depuis ses débuts, en fait.
avec son livre du mariage que tu as mentionné tout à l'heure, qui montre un peu ses idées avant-gardistes, pourquoi du coup les femmes ne pourraient pas avoir les mêmes pouvoirs politiques que nous on a. C'est ça. Et puis voilà, son côté féministe aussi, voilà, il traitait les femmes comme son égal et il ne comprenait pas aussi pourquoi elles étaient déconsidérées dans la société et il les encourageait vraiment à se réaliser elles-mêmes. Après, voilà, il n'aura pas réussi, lui, à tout mettre en place non plus au plus haut niveau de l'État, mais en tout cas, c'était déjà une avancée quand même qu'il faut noter aussi au niveau du Front populaire. Il a posé les germes de cet avant-gardiste politique pour aller vers des droits sociaux, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les différentes avancées qu'a permis du coup les accords de Matignon et les avancées du Front populaire. Oui, exactement. Les accords Matignon, du coup, on va y arriver quand même. On va en parler un peu. Quand même. On l'a évoqué tout à l'heure, mais peut-être aller plus dans des détails sur les accords Matignon. Exactement. Donc les accords Matignon, signés dans la nuit du 7 au 8 juin 1936. Donc c'est vraiment quelques jours après que Léon Blum a pris ses fonctions, qu'il s'est mis au travail vraiment très vite. Et donc, parmi les mesures qui ont été prises, on a notamment cette réduction du temps de travail. Ça, c'est déjà une chose qui est importante. Parce que, alors, avant, c'était de 48 heures par semaine. Et là, on est passé à 40 heures par semaine, effectivement, comme tu l'avais précisé tout à l'heure. Et ça, alors pour nous, peut-être, ça paraît pas énorme, mais en vérité, c'est énorme. Ça fait que, déjà, on obtient un week-end de congé, de repos, on va dire, hebdomadaire, alors qu'auparavant, on avait seulement le dimanche. Donc là, dans la vie des gens, dans la vie quotidienne des gens, ça fait vraiment un changement immédiat. On a 2 jours de repos par semaine et le reste du temps travaillé. Donc déjà, ça, c'est très important. Ensuite, on a aussi, dans le domaine du travail, la création des conventions collectives pour aussi un petit peu mieux protéger les travailleurs, parce que c'est vrai que parfois, il pouvait y avoir des abus envers les travailleurs sur plein de sujets différents. Donc, on a ça qui est adopté. Et la mesure emblématique, forcément, l'adoption des congés payés pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Et donc, à l'époque, on a accordé, du coup, 2 semaines de congés payés. Et c'est pareil, ça a été une véritable révolution dans la société française, un changement, mais c'est pareil, on a du mal peut-être encore, nous, à s'en rendre compte, parce qu'on est né dans un monde où il existait déjà des congés payés. Mais à l'époque de Léon Blum, en 1936, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, il faut savoir, pour la petite histoire, que les congés payés ne faisaient même pas partie, en fait, du programme, des promesses qui avaient été données dans le programme du Front populaire. Mais c'est Léon Blum lui-même, en fait, qui a décidé... avec ce qui s'était passé avec les grèves, etc. Et puis c'est vrai que dans d'autres pays, ça commençait aussi un petit peu à bouger et à se faire, dans d'autres pays européens. Et donc Léon Blum a décidé de mettre cela en place. Et forcément, on l'a beaucoup remercié pour ça. On a des exemples en fait de cartes postales. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange pour nous aujourd'hui sûrement, mais Léon Blum recevait des cartes postales en fait les étés, notamment en 1936, dès l'été 1936, en 1937. On a un exemple justement ici qu'on va peut-être vous montrer un petit peu plus précisément, d'une carte postale qui a été envoyée à Léon Blum pour le remercier de lui avoir accordé les congés payés. Donc grâce à Léon Blum, vous avez donc un ouvrier qui a laissé un mot, donc qui a écrit « Vive les vacances » et honneur à Léon Blum, signé un ouvrier reconnaissant. Et en dessous, on a un autre petit mot avec écrit « Merci Monsieur Blum, signé Gilberte ». Et donc ça, c'est un des nombreux exemples de cartes postales qui ont pu être envoyées à Léon Blum pendant ces différents étés. Et ça vous montre à quel point voilà, les gens étaient reconnaissants d'avoir eu ce changement vraiment important dans leur vie. Pour certains, c'était les premiers départs en vacances, parce qu'avant, on ne pouvait pas se le permettre. Et donc, certains découvraient même la mer, les stations balnéaires pour la toute première fois, ou la campagne. Et puis, c'est vrai que dans la vie aussi, même de chacun, c'est important d'avoir cet équilibre aussi entre le travail et le repos, le loisir voilà, mérité après avoir travaillé. Et donc, grâce à Léon Blum, on réussit un peu à donner une soupape un peu d'air pour ces personnes-là. Puis ça peut paraître anodin pour nous, comme tu le mentionnais tout à l'heure, parce que nous, on est habitués ces semaines. Maintenant, on est même descendu à 35 heures, plus que 40 heures, d'avoir nos 2 semaines de congés payés. Mais pour l'époque, il faut rappeler que les travailleurs, ils ne prenaient pas de vacances. Et que c'est la première fois qu'on a eu des vraies vagues de départ en vacances et qu'on a eu les jésuitistes et les Haussiens qui se sont relayés en fait, sur les plages pour découvrir ces plages qu'ils n'avaient jamais vues de leur vie. C'est une grande découverte et qu'on a eu cette mixité entre les bourgeois qui d'habitude étaient sur les bourgeois et la noblesse qui étaient d'habitude sur ces plages, qui se retrouvent envahis par ces travailleurs et qui disent
nous, du coup, on va changer, on va aller dans d'autres plages, et c'est comme ça que les lieux de villégiature en fait, de ces deux typologies ont changé à ce moment-là. Oui, aussi, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un véritable changement de société là, qui s'est produit à ce moment-là avec l'adoption des congés payés pour tous. Et c'est vrai qu'en général, c'est vraiment la mesure qu'on retient du Front populaire parce que, et c'est intéressant de le voir aussi, c'est qu'on a vraiment les conséquences sont réelles dans le quotidien des gens et quasiment immédiatement. Donc voilà, parfois on a des lois qui sont votées, mais on ne voit pas tout de suite les conséquences forcément nous dans notre vie quotidienne. Mais là vraiment c'était dans le quotidien de ces gens-là. Et c'est vrai que c'est pas anodin et il faut s'en rappeler et voilà, se rappeler qu'on doit aussi Léon Blum, ça fait partie de son héritage aussi qu'il comporte toujours aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là aussi pour rappeler que ce personnage qui est malheureusement pas assez connu, c'est vrai, mais qui mériterait parce qu'il a un héritage politique qui est quand même littéraire, qui est important, qui était avant-gardiste, qui a permis en fait de mettre des avancées, que ce soit pour le côté condition de la femme, que ce soit pour le côté politique, et que ce soit du coup pour d'autres éléments qui est mis en place pour du coup le fait de rester fidèle à ses convictions et de faire avancer en fait la société dans un chemin qui soit plus égalitaire qu'elle ne l'était avant. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'était un homme de conviction vraiment et il faisait partie aussi de ces personnes qui avaient vraiment une vision en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une sorte de désenchantement un petit peu de la politique, on s'y retrouve plus tellement et c'est vrai qu'il n'y a personne pour incarner vraiment quelque chose de fort, de vrai, une vision. Et c'est vrai que Léon Blum il avait vraiment cette vision-là pour la France, même pour l'Europe, il voyait même au-delà du seul État français. Et il nous a vraiment transmis tout un tas de choses voilà, dont il faut qu'on se rappelle aussi, nous, et qui sont vraiment très, très importantes. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est vraiment hyper intéressant pour ça. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses en fait, en arrivant ici, quand j'ai commencé à travailler à la maison Léon Blum, pour faire les visites guidées comme on le fait là aujourd'hui. Effectivement, il y a plein de choses que je ne savais pas sur Léon Blum. J'ai beaucoup appris aussi. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus là ce soir. Je ne sais pas si... Ouais, je ne sais pas si tu avais peut-être, je pense qu'on arrive sur la fin, peut-être un mot de conclusion sur Léon Blum après tout ça. Un mot de conclusion, eh bien, je vous invite à en découvrir toujours plus sur Léon Blum au final. On a notamment ces podcasts là qui ont été faits par Philippe Collin, qui sont sortis, alors maintenant ça fait peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Léon Blum, une vie héroïque. Et c'est vrai que ça, je vous conseille de les écouter, parce qu'ils sont vraiment très bien faits. Il y a beaucoup d'historiens qui parlent du coup de différentes thématiques, de différentes périodes de la vie de Léon Blum. Donc ça vous permet voilà, d'en apprendre toujours un peu plus, parce que moi aussi j'apprends encore de nouvelles choses en les écoutant. Et puis à venir nous voir aussi à la maison Léon Blum, si vous avez envie aussi de voir les lieux. On a une programmation culturelle aussi, on organise notamment des concerts, des visites théâtralisées. On a des comédiens qui incarnent Léon et Jeanne dans les différentes pièces de la maison. Donc ça, c'est très sympa aussi pour découvrir les lieux et découvrir l'histoire de ce couple. Et puis voilà, je pense que... moi, du coup, pour conclure, je voudrais... Des remerciements pour Elisa. Oui. Déjà, avant de conclure... Merci avant de conclure, moi, je rappelle à ceux qui veulent découvrir la maison Blum, vous avez le commande point d'exclamation Léon Blum qui vous permet d'arriver sur le lien de la maison Blum pour découvrir un petit peu le lien et pour réserver, pour aller chercher une visite, pour voir où c'est, vous rendre à la maison Blum. Je voudrais d'abord remercier Elisa, du coup, qui nous a accompagnés aujourd'hui pour son accueil et pour ses éclaircissements. Et puis, cette visite vraiment super enrichissante sur la vie de Léon Blum. Donc merci à toi d'avoir été présent. Merci aussi à la maison Léon Blum de nous avoir accueillis. Merci encore à Astragal aussi qui est derrière la caméra, qui nous a permis de gérer la technique et gérer la vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui en sont venus, qui ont passé du temps avec nous, qui sont restés jusqu'à maintenant sur live, qui ont du coup permis à ce live d'être actif et de fonctionner. Donc merci à ceux qui ont patienté pour les problèmes techniques qu'on a eu au début de live. On a réussi malgré tout à faire. Donc je rappelle à ceux, si vous avez envie de revoir ça, ça va être disponible sur Twitch. Dès demain, on va inaugurer quelque chose, ça sera de nouveau gratuit à partir de demain sur Twitch. Et après, ça sera disponible en version YouTube bientôt. Je n'ai pas encore de date de sortie, mais le plus vite que possible. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à rejoindre l'équipage et à follower la chaîne Twitch. C'est ce qui nous permet de faire d'autres visites comme aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir, vous pouvez toujours le faire avec un sub. Si vous avez un Prime d'Amazon, c'est moins cher que gratuit. Donc c'est gratuit pour vous. Sinon vous avez toujours Patreon, Ko-fi aussi pour soutenir la chaîne et permettre à la chaîne de faire d'autres lives exceptionnels. Et en tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. Donc je vous remercie encore à tous, à Astragal d'avoir été là, à Elisa, à la Maison Blum et à tous ceux qui nous ont rejoints et qui ont participé à ce live.
Merci à la zone aéro qui vient de prendre un prime. Ah, bah merci beaucoup. Trop bien, parfait. Bah ouais, merci à vous, en tout cas, c'était fort sympathique de vous avoir dans cette maison et de faire vivre aussi les lieux un petit peu autrement et de faire venir le public aussi. Je sais pas si tu peux on a le douanier 67 qui dit merci Elisa pour toutes tes explications, on a envie d'approfondir. Aude qui dit c'était super, merci. On a des merci Léon, merci Léon. Aussi, merci oui. Cœur de la barre d'Igara, merci Marie comme toujours génialissime. Merci, c'était vraiment chouette. Merci Romain, tu es à la hauteur de l'événement. Merci madame, vous êtes géniale. Merci. Merci à vous pour tous les love que vous envoyez. Bah, merci à vous, parce que c'est grâce à vous, sinon on ne pourrait pas faire ce genre d'émission. Donc merci encore une fois. Je ne sais pas si on peut envoyer un raid d'ici ou pas. Je ne suis pas convaincu, mais si on a du... C'est un moyen. Je ne suis pas sûr. Hein. Sinon, si Andrew ou Sibel, je pense qu'ils ont les droits. Mais je sais. Tu peux essayer d'envoyer un raid vers quelqu'un, histoire d'eux, je sais pas qui. N'importe, histoire d'eux. En tout cas, moi je vous remercie. N'hésitez pas à rester pour le raid qu'on essaie d'envoyer. Je ne sais pas quand on se revoit la semaine prochaine, je ne sais pas encore quand. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux ou sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre Discord si vous voulez discuter. Et proposer d'autres lives. On a pas mal de choses sympas qui arrivent dans les prochaines semaines. Voilà. Et puis merci. On attend que le live se termine et se lance le raid. Comme dit, je ne sais pas si tu vois, pour t'expliquer un petit peu, quand on a fini un live, on peut envoyer nos viewers sur une autre chaîne. Okay. Voilà, c'est une petite fonctionnalité ça permet d'engager un petit peu la communauté et puis de créer des liens avec d'autres streamers et puis de se renvoyer un petit peu de la force et de l'énergie, ce qui est toujours très sympa et apprécié dans ce genre de réseau. Je ne sais pas si c'est instantané, donc je vais cliquer. Tu cliques, ça part. Au revoir. Au revoir. Il y a encore des gens. On est encore là. On est encore là. Merci tout le monde. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et je vais pouvoir lancer